Bezrat Hashem, j'ai pensé important de traiter le sujet de Hanouka, puisque la semaine prochaine, on sera en plein dans le Inyan. On sera déjà mercredi prochain la deuxième bougie. Donc j'ai pensé introduire un peu le sujet pour être prêt, savoir ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous à travers cette mitzvah, comprendre comment un Yehudi, comment un Juif, il doit vivre cette mitzvah-là d'allumer les bougies de Hanouka et de passer ce Chag là. Alors, comme vous le savez, à l'époque, il y avait les Yevanim, l'empire grec, qui est venu pour attaquer le Ham Israël. Et cet empire-là a imposé ses règles au Ham Israël, particulièrement pendant pas mal d'années, pas tellement, mais particulièrement pendant le règne de Antiochus, qui était l'empereur grec, le roi grec à l'époque. Et donc, tout simplement, il a décidé qu'il y aurait des xérotes sur l'Am Israël. L'Am Israël ne pourrait plus faire la Torah et les mitzvot comme il l'aurait voulu. Et on connaît très bien, les trois xérotes principales, les trois décrets principaux, qui sont tout simplement la Brit Mila, le Kiddush HaChodesh, Rosh Chodesh et Shabbat. Brit Mila, Kiddush HaChodesh, Shabbat. C'est pour ça que dans la fête de Hanouka, on trouve les allusions à ces trois choses-là. Forcément, parce que c'est 8 jours. La fête de Hanouka, ça dure 8 jours. Pourquoi? Parce que face aux 8 jours de la Brit Mila, il y a toujours Rosh Chodesh qui tombe dedans. Et il y a Shabbat qui tombe dans Hanouka. Donc forcément, c'est pour nous rappeler ces trois décrets-là. Mais la Gemara nous dit qu'il y avait des décrets qui étaient encore plus grands que ça, plus pires que ça. Je ne sais pas si c'est plus pire, mais en tout cas, il y avait des décrets, il y en avait encore d'autres, qui étaient tout simplement l'interdit d'étude de la Torah. On n'avait pas le droit d'ouvrir une Mara, pas le droit d'étudier la Torah. C'est d'ailleurs pour ça que les jeunes enfants allaient dans les grottes, allaient dans les forêts pour se cacher. Je ne sais pas si on s'imagine un peu ce que ça veut dire. Mais on peut être dans un Beth Midrash. Tout à l'heure, je voyais des enfants, ils étaient laissés au Beth Midrash et ils jouaient avec leur iPhone. On peut être au Beth Midrash et jouer avec un iPhone. À l'époque, ils n'étaient pas au Beth Midrash. Ils devaient fuir le Beth Midrash. C'était en fin fond de la forêt pour étudier la Torah. Je vais s'imaginer un peu le truc. Venafochou, c'est-à-dire qu'on est devenu à l'envers maintenant. À l'époque, il y avait le Beth Midrash, on n'avait pas le droit de rentrer dedans. Ils allaient dans la forêt, ils se cachaient pour aller étudier la Torah. Maintenant, on va dans le Beth Midrash et on joue à iPhone. Elle est belle, non? Magnifique, c'est notre génération. Bezrat Hashem, Hashem Yazor. Et que ma chérie vienne vite. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, c'était les xérotes. Ouais, les xérotes, c'était comme ça. C'était qu'on ne pouvait pas étudier la Torah. Il y avait encore d'autres xérotes qui étaient tout simplement Hashem Irachem, que la femme qui allait se marier, avant d'aller le premier soir avec le Khatan, elle devait aller d'abord chez l'empereur. D'accord? Les xérotes comme ça, les pires les unes que les autres. Et donc, on doit essayer de comprendre quand on arrive à ce genre de fête. Vous savez que si la Torah a voulu que dans chaque génération on allume des bougies, c'est pas parce que commémore-toi qu'un jour tu n'as pas pu faire ça. Parce que tout simplement on vit encore là, on vit encore cette influence là qui est la galoute de Yavan, des Grecs, et que tout simplement on a la force de nous voir Hanouka, de pouvoir éveiller la Géoula qu'on a vécue à l'époque. Et donc du coup c'est pour ça que c'est tellement important de revivre cette fête-là et comprendre quels étaient les xérotes, qu'on va voir combien c'est actuel encore, et combien maintenant nous on peut trouver la force en nous de s'en sortir. Vous savez que les Yevanim, c'était loin d'être des gens débiles, très loin d'être des gens débiles. C'était une civilisation qui a ramené vraiment, qui a changé le monde. Jusqu'aux Yevanim, il n'y avait que le Ham Israël qui était bon, il y avait les Égyptiens aussi. Mais les Yevanim, les Grecs, ils ont vraiment influencé le monde à travers l'architecture, à travers la philosophie, à travers plein de choses, énormément de choses. Ils sont arrivés, ils ont retourné le monde, la philosophie, la politique, le Sénat, tout ça, ça vient de quoi? Ça a comme racine les Grecs, les Yevanim. Et donc les Yevanim sont arrivés et vraiment a priori avec une culture, quelque chose de positif. Et la Torah, on voit qu'elle va les appeler Rocher. Vous savez que dans le premier verset de la Torah, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashemayim ve'et haaretz. Ve'haaretz haïta tohu vavohu. Et donc la terre était tohu vavohu, tohu bohu, en traduction en français. Maintenant qu'on dit c'est le tohu bohu, là, ça vient de la Torah, tohu vavohu. Ve'chocher al pene tehom. Donc c'était le noir, l'obscurité sur l'abîme. Ve'ruach Elokim merachefet al pene hamayim, et le souffle divin était sur les eaux.
Maintenant, nous, dans ce pasouk-là se trouvent toutes les galouillotes. Ouais. C'est marqué Vaaret Saïta Tohu. C'est quoi Tohu? C'est Mitzrayim. Vavohu, c'est Galou de Babel. Vechocher, c'est Yavan. C'est les Grecs, les Yévanim. Alpeneteom, c'est la dernière galoute qu'on est en train de traverser. C'est quoi? C'est la galoute de Edom. De quoi on parle? On parle de l'arrivée du Mashiach. Il y aura Akadosh Baruch Hu qui résidera Alpene Amaim, le monde sera rempli de Torah, etc. Ça, c'est l'arrivée du Mashiach. Mais dans le deuxième verset de la Torah, on voit que dans le deuxième verset, déjà, on nous parle de l'allusion au Galouyot, aux différents exodes qu'on va traverser. Et comment on définit Yavan, les Yevanim, les Grecs? On les définit comme Chocher. Voilà, tu veux une définition? Tu veux savoir c'est quoi les Yevanim? La Torah va te dire, c'est le Chocher, c'est l'obscurité. C'est pour ça qu'on allume les bougies à Hanouka, parce que c'est le Chocher. Alors maintenant, s'il y a bien une civilisation, sur toutes celles qu'on a traversées, sur tous les malades mentaux qu'on a traversés, que on ne pourrait pas tellement les définir comme Chocher, comme obscurité, c'est quoi? C'est les Yevanim. C'est eux qui ont ramené, a priori, ils ont ramené la politique, la démocratie, la philosophie, l'architecture, je sais pas moi, tous ces Platon, Aristote, tous ces trucs-là, c'est des Grecs. C'est des Grecs. Comment on peut définir cette culture-là comme Chocher? C'est l'obscurité. Ils étaient loin d'être des débiles. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à nous faire des décrets. Et vous savez que quand il y a des décrets sur le Ham Israël, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il veut le goy chez nous? Vous savez que c'est encore actuel. Actuellement en Europe, ils sont en train de les pays les uns après les autres de commencer à chauffer sur la shrita, sur la brit mila. Comment des goïms, ils peuvent être, excusez-moi, avec tout le respect, mais aussi débiles. Ils viennent discuter de oui, nous pensons que donc une douleur faite sur un enfant l'âge de 8 ans, que maintenant médicalement c'est prouvé que bon l'enfant, bon, bref, machin. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? C'est un acte de barbarie. Mais les mêmes qui tiennent ce discours-là, dans les sénats, dans les trucs, dans leur truc. Et ils sont en train de dire quoi? Ils disent, oui, donc je pense intéressant de pouvoir que deux papas puissent se marier ensemble. C'est très important qu'un papa puisse épouser un autre papa, et maintenant on va même leur permettre d'adopter des enfants. Alors j'ai pas compris, t'es en train de me faire une discussion, tout un traloued sur la Brit Mila, que oui, je pense que maintenant faire la Brit Mila, c'est pas bien, machin, oui, parlons-en, comment c'est possible que les Juifs, ces petits youpins, fassent encore la Brit Mila au 21e siècle? Mais par contre, Blainara, au 21e siècle, on permet à deux papas de se marier et d'adopter un enfant. Et par contre, ça, pour l'équilibre de l'enfant, tout le monde s'en tape. Oh oui, non, c'est normal qu'un enfant va grandir avec deux papas, un enfant va grandir avec deux mamans. Il n'y a aucun problème, ça, il n'y a pas à discuter. On pense, on vote, oui, c'est très bien, le monde s'ouvre, les mentalités j'ai pas compris. Quand tu arrives d'Exérot sur la Misraël, on doit réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui dérange le goy? Les Yevanim, ils arrivent, ils disent, vous allez arrêter de faire Shabbat. Mais c'est quoi ton problème? Ça te dérange que moi je prenne le kidouche, le verre de kidouche le vendredi soir? Yo, ma chichi! Ça te dérange, je fais trop de bruit. Ok, pas de problème, je le fais moins fort. Yo, ma chichi, on va chanter les chansons, on va truc. Non, je veux pas. Vous ferez pas Shabbat. Et si vous faites Shabbat, eh ben je vais vous brûler sur la place publique. Imaginez, avant les goïms, ça leur prenait la tête qu'on fasse Shabbat. Maintenant nous, ça nous prend la tête de faire Shabbat. Vous imaginez un peu le truc de fou? C'est qu'avant les goïms, ça leur prenait la tête que nous on fasse Shabbat. Maintenant tu veux faire Shabbat à un juif, tu dis oui tu sais c'est important, c'est Shabbat, ça fait des milliers de générations qu'on est juif et machin, et tu dois faire des discours, tu dois faire des conférences, tu leur prouver que tu sais Dieu existe, la Torah existe. J'ai pas compris. Avant les goïms, ceux qui t'interdisaient de faire Shabbat, ceux qui venaient te dire tu feras pas Shabbat. Alors maintenant, mais comment ils savaient? Comment ils allaient faire? Parce qu'on ne sait pas s'ils font Shabbat, ces petits youpins là-bas dans leur maison. Alors tout simplement, les Yevanim, ils ont fait un décret qu'on va enlever les portes des maisons. Donc ils ont fait un décret, voilà, il n'y a plus de portes aux maisons. Vous imaginez où est-ce que ça va? Mais qu'est-ce qu'il veut chez moi celui-là? Mais il est fatigué ou quoi? C'est quoi son problème? Non, tu sais quoi? Ben voilà, regarde, toi tu lis le Paris Match. Lis le Paris Match. Qu'est-ce que tu veux? Moi je lis le Midrash. Le Midrash Rabbah, voilà, ça parle de la paracha. Je lis l'histoire de Yosef. Toi tu lis le Paris Match. Non! Non! Moi je lirai mon Paris Match. Mais toi, tu liras pas le Midrash. Et si jamais tu ouvres une page du Midrash, je te pendrai. Mais il est fatigué. Mais va te faire soigner. Qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Qu'est-ce qui leur arrive aux Yevanim qui vont faire des xérotes sur le Limoud à Torah? Mais qu'est-ce qui te dérange?
Qu'est-ce que toi t'es en train de vivre, voilà, la vie de Brad Pitt là-bas sur ses dernières vacances dans Gala. Ouais, ça, bah, lis ta vie, lis ce que t'as envie. Moi, je suis en train d'expliquer que voilà, Youssef, il a été pris par ses frères. Ah voilà, moi je raconte la vie de Youssef, toi tu racontes la vie de Brad Pitt. Chacun fait son truc, chacun. Non, non, tu parles de Youssef. Tu as parlé de Youssef. Ouh là là. Mais qu'est-ce qui leur arrive? On doit réfléchir. Macarlem. C'est quoi leur problème maintenant? Qu'est-ce que ça peut lui faire au gars et à Benoît Delacroix que maintenant moi j'ai décidé de prendre un livre? Qu'est-ce qui le dérange? Et non, on va aller dans les forêts, et là-bas, au fin fond de la forêt, dans la grotte, et ben on va aller les chercher! Mais vous imaginez un peu, mais il est ouf le mec. Il est malade. Mais reste chez toi, bois une bière. Non, nous allons prendre les armes, nous allons chercher dans la forêt, nous allons rentrer, chercher dans chaque recoin. Ah, on vous a attrapé! Alors du coup, les petits juifs, ils étaient en train là avec leur toupie. Ah non, non, aucun rapport, on est en train de faire des toupies. Aucun rapport, non, on n'a rien fait, nous. Mais qu'est-ce qu'il veut? Encore une fois, on ne parle pas d'imbéciles ici maintenant. On parle des Yevanim, des gens qui ont changé le monde, qui ont ramené une culture au monde, qui ont... La Torah te dit non, regarde, eux c'est trop cher. Alors comment on doit comprendre ça? Comment on doit comprendre cette approche-là que eux ils ont envers nous? Qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? Brit Mila, Chodesh, Kiddush Chodesh, ça te dérange? Voilà, je vois la lune, je fais Rosh Chodesh. Voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Non, quoi? Tu as dit qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive à toi? Je veux pas, ce sera pas le Rosh Chodesh aujourd'hui, ce sera le 31 décembre. Comme ça, je vais décider. Qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il veut? On doit comprendre. On arrive à Hanouka, on doit comprendre. C'est ma bayage de l'eau. C'est quoi son problème? Bezrat Hashem. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous savez que descendant des Yevanim, enfin, l'ascendant, pardon, l'ancêtre des Yevanim, c'était Yafet. Noach, il a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Shem, c'est ce qui va donner la descendance du Ham Israël, Abraham Avinu. Yafet, c'est ce qui va donner la descendance des Yevanim. Et Ham, c'est bon, autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yafet, il va le bénir. Noach va bénir Yafet. Au moment où il va le couvrir, etc., avec le drap, avec Shem, il va lui dire Yafet Elokim le Yafet. Veishkon Beoal Shem. Comme ça, la Torah nous dit, parachat Noach. Deuxième parachat de la Torah. Donc la beauté sera donnée à Yafet et il résidera dans Beoal Shem. Maintenant, comment, a priori, c'est-à-dire si nous on connaît ce midrash là que Akadosh Baruch Hu va appeler les Yavan, le Chosher, comment Noach, la seconde paracha de la Torah, après parachat de Bereshit, Noach il arrive et il va faire une bracha. Comment il peut faire une bracha à celui que maintenant nous-mêmes on définit comme Chosher, qui nous a fait des xérotes terribles, plus terribles les unes que les autres, sur des milliers de juifs, des multimilliers de juifs qui ont été tués, éventrés, égorgés à l'époque des Yevanim. Pourquoi? Parce que tout simplement ils n'étaient pas d'accord avec eux. Alors, comment lui, Noach, il peut arriver, va faire une bracha à son fils, et Yaft Elokim le Yafet? Il faudra comprendre, tu ne vas pas faire une bracha à un Racha Merusha que tu sais qu'il va détruire son frère. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ça. Alors vous savez que le monde, vraiment, le monde est divisé avec 2 regards. On peut regarder chaque chose sur Terre avec 2 manières. Ou maintenant, une chose, ça devient un but pour nous, ou une chose, ça devient un moyen. Je m'explique. Un juif, quand il voit le monde, il voit chaque chose, ça devient un moyen pour lui. Je vois un pauvre, c'est un moyen de pouvoir l'aider. Je vois comment ça s'appelle? Je vois la nourriture, c'est un moyen de pouvoir avoir des forces. Je vois l'argent, c'est un moyen de pouvoir vivre. Je vois, ça, c'est un juif. Un Yehudi, il réfléchit qu'on est dans un monde de passage. Ici, ce monde-là, c'est pas le tachlit, c'est pas le but de ce monde-là. On est dans un monde où on est dans un prosor, on est dans un couloir avant le Lamaba. On est dans un couloir mamache. T'es dans un couloir, t'es en train d'attendre. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si c'était comme vous connaissez l'histoire de Chafetz Chaim, avec le multimilliardaire qui a débarqué chez Chafetz Chaim. Et il lui a dit, mais comment le Chafetz Chaim? Le Gadol adore. Il habite dans cette maison-là, le taudis, la table, elle tient même pas de dos, elle tient même pas droite. Comment c'est possible? Vous, le Chafetz Chaim, qu'est-ce qui répond le Chafetz Chaim? Je suis de passage dans ce monde. Je suis de passage. Qu'est-ce que tu veux que maintenant que je commence à faire toi, t'es de voyage aussi. Toi, tu viens des États-Unis. Alors, je te demandais, toi, si t'as une table. T'as pas de table parce que t'es de passage. Moi aussi, je suis de passage. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Ça, c'est le regard juif. Ça, c'est le regard d'un Yehudi. Un Yehudi, il vit chaque instant de sa vie qu'il est de passage.
Dans ce monde-là, il y a le minéral. Le minéral, il donne à manger au végétal. Et le végétal, il donne à manger à l'animal. Et l'animal, il donne à manger à l'homme. Et l'homme, il élève la nature à Kadosh Baruch Hu. Voilà, ça, c'est notre tachlit. Ouais, comme elle dit la Gemara dans Brachot, je ne me rappelle plus, la Gemara elle dit la Shem Haaretz Umloa. D'un côté, c'est marqué que toute la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Et d'un côté, c'est marqué Venatan Haaretz Ibn Adam, je crois, comme ça dit la Gemara, deux psukim. Et d'un côté, c'est marqué que la terre a été donnée à l'homme. Alors, comment c'est possible? D'un côté, tu dis que quoi? Que toute la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, la Shem Haaretz Umloa. Et d'un autre côté, tu dis que quoi? Que l'homme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La terre, elle appartient à l'homme. Alors, elle appartient à Hachem ou elle appartient à l'homme? Demande la Gemara dans Brachot. C'est la question de la Gemara dans Brachot. Réponse de la Gemara. Ça avant la bracha, ça c'est après la bracha. Avant la bracha, la Shem Haaretz Umloa, tu peux pas toucher, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, ça appartient, c'est lui le patron. Tu peux pas y toucher. Maintenant que tu as fait une bracha, alors ça t'appartient. Ça veut dire que si jamais maintenant tu manges quelque chose sans faire une bracha, tu as volé Hachem. T'as volé Hachem, et dit la Gemara. Va expliquer soit à Benoît de la Croix. Tu lui dis, Benoît, arrête. Hé, oh, ton McDrive là, arrête. T'as pas fait le bracha. T'es en train de voler Hachem. Qu'est-ce qu'il va penser de toi? Il dit, mais ça va, elle va te faire soigner, tu fais un acamol. Qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Qu'est-ce qui va? Non, nous on vit comme ça. On vit que ce monde-là, c'est un monde de passage. On est ici pour un tachlit. On a ici maintenant un moyen de pouvoir élever à Kadosh Baruch Hu à travers quoi? À travers la bracha. Vous savez que quand maintenant on ramène des corbanotes à Kadosh Baruch Hu, au Beit Hamikdash, Bezrat Hashem Be'emram Yamenu, quand on ramène un korban, qu'est-ce qu'on ramène sur le misbéar? On ramène la graisse de l'animal et on ramène le sang. Pourquoi on ramène la graisse, on ramène le sang? On ramène la graisse parce que tout simplement ça évoque la paresse de l'homme, la graisse. Ouais. Et on ramène le sang, que ça ramène la vitalité de l'homme, la vie, ça représente la vie. Quand une personne elle a fauté, elle ramène un korban. Et ce korban-là, on prend la graisse et le sang, on le met sur le misbéar. Pourquoi? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai fauté. Maintenant, je regrette ma faute. Et comment je regrette ma faute? Eh ben, j'emmène la graisse, la paresse que j'ai eue pour faire la mitzvah. Et le sang, que j'ai, la vivacité que j'ai eue pour faire la vera, ça, je le ramène et je le ramène pour toi, sur le misbéar, sur l'autel là-bas au Beit Hamikdash. Parce que tout ça, c'est pour toi. Toute notre vie, on doit se rappeler. Quand les Juifs, ils vivaient avec le Beit Hamikdash, ils se rappelaient. Voilà, j'ai un but dans ce monde, c'est vivre avec Hachem. Donc tout le reste, ça reste des moyens. Tout ce monde-ci, c'est que des moyens. Et vous savez que c'est combien c'est important de vivre avec ça. Parce que tout simplement, face à ça, il y a les Yévanim. Il y a les Grecs qui sont en train de te dire une hashkafa qui est claire. Une manière de penser qui est claire. Qui est tout simplement, arrête de te casser la tête, c'est pas des moyens. L'argent, c'est pas un moyen. Les femmes, c'est pas un moyen. Les trucs, c'est ce monde-là, c'est pas un moyen. C'est quoi? C'est un but. C'est un but. Alors ils faisaient des orgies toute la nuit. Et puis ils vivaient pour gagner de l'argent. Ils vivaient pour gagner de l'argent. Voilà, mon but c'est gagner de l'argent. Et c'était pourquoi? Parce que chaque chose c'était devenu un but pour eux. Chaque chose c'était devenu. Et ce que je vois pas, j'y crois pas. Comme il dit le Ramban. Le Ramban il dit sur Aristote, il dit ce maudit grec qui ne voit que ce que ses yeux embrassent. Parce que les Grecs ils y croyaient pas. Tout ce que je vois pas, j'y crois pas. C'est pour ça que maintenant ils étaient confrontés malheureusement à des forces qui les dépassaient. Ouais, il y a des forces qui les dépassaient complètement. Ils arrivaient avec un ouragan, avec un raz-de-marée, ils se faisaient éclater la tronche. Bon, alors des fois il fallait qu'ils étaient en pleine mer avec des vagues qui faisaient n'importe quoi. Donc maintenant ils comprenaient qu'il y avait des forces qui les déplaçaient. Alors et qui les dépassaient. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Grecs pour résoudre leurs problèmes? Eh ben ils liaient ça à des hommes. Ils liaient ça à des hommes. Alors ils vont créer Zeus, ils vont créer l'autre dieu, je sais pas quoi, et ils vont créer le dieu de la mer, et ils vont créer la déesse de je sais pas quoi, et ils vont créer des délires, parce que qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés de ramener à l'échelle humaine ce qu'ils peuvent comprendre, donc ils vont faire des dieux, mais même leurs dieux ils se tapent sur la tronche. Alors l'autre il est parti taper l'autre, et donc c'est pour ça que là il y a des tonnerres, parce que là Zeus il est parti taper l'autre, Apollon et trucs. Parce que pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils comprennent ce que je comprends pas, ce qui me dépasse, je suis obligé de l'expliquer à l'échelle humaine. Donc c'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils faisaient. Donc les Yévanim, constamment, c'était ne te casse pas la tête. Ne te casse pas. Tu veux de l'argent? Eh ben l'argent, c'est un but. Allez, travaille pour l'argent. Travaille pour l'argent. Donc qu'est-ce qui se passe quand un Grec, il voit un Juif, il devient fou. Un Grec qui voit un Juif, il devient fou. Il dit, mais c'est quoi? Imaginez-vous un Grec qui voit Yosef. Yosef, une bombe atomique. C'est pour ça, c'est pas pour rien. Ces parachutes là, elles sont pendant les parachutes de Yosef.
Yosef Hatzadik, parce que tout simplement, c'est lié. C'est lié. Parce qu'imaginez-vous, un grec, il voit Yosef. Yosef, sur lequel la Midrash, il raconte que 9 quantités de beauté a été donnée à l'homme. 10 quantités, pardon. 10 quantités de beauté a été donnée à l'homme. 9 a été donné à Yosef et une seule au reste du monde. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Brad Pitt à côté, c'est un pou. Ouais, c'est-à-dire que vraiment, c'est une mocheté par rapport à Yosef. Yosef, c'était la bombe atomique. Maintenant, imaginez-vous un grec qui voit Yosef. La femme de Potiphar, elle arrive pour le draguer, elle dit ah là, je suis belle, hein, machin, ah, t'as vu, je de mes habits, ah, t'as vu. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il ne regarde pas. Il regarde pas. Alors il dit regarde, écoute-moi bien. Je vois. Si tu me regardes pas, ouais, bah, je vais te crever tes yeux. Alors qu'est-ce qu'il répond Yosef? Il dit c'est pas grave. Moi, je fais une bracha tous les matins. Pour qu'il arrive rime, que le beaucoup, il rend la vue aux aveugles. Il dit Yosef, regarde, si tu lèves pas ta tête pour me regarder, ouais, ben je vais te casser le cou. Il dit c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu Zokef qu'il faut vivre. Akadosh Baruch Hu, il redresse les courbés. Il dit mais Yosef, tu me prends la tête, je vais te mettre en tôle. Il dit il n'y a pas de problème, Akadosh Baruch Hu m'attire à Sourim. Akadosh Baruch Hu, il libère les prisonniers. Imaginez-vous un grec qui dit mais détends-toi bonhomme. Qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Pourquoi tu es stressé là? Mais regarde là. Allez, oh, ça va, c'est qu'une femme. Et le mec, il va avec 10 femmes, une orgie. Il comprend pas. Il voit un Yosef, il devient fou. Il arrive au Beth Amikdash. On te dit, voilà, jusqu'à là, les goïms, ils ont le droit de rentrer. Voilà, jusqu'à là. Après, jusqu'à là, il n'y a que les Israël. Jusqu'à là, il n'y a que les Lévi'im. Jusqu'à là, il n'y a que les Kohanim. Il devient fou. Il dit, mais attends, mais j'ai pas compris, c'est quoi ton problème? Voilà, j'ai fait ça. Alors voilà, je suis mort là maintenant. Je suis encore vivant. Qu'est-ce qui t'arrive? Imaginez-vous, ils vont rentrer dans le Beth Amikdash et ils vont ouvrir chaque fiole d'huile. Faut s'ennuyer pour faire un truc pareil. Ouais, faut rien avoir à faire. Il va commencer le mec, allez, on va casser toutes les fioles. Allez, on va mettre nos doigts dedans pour montrer que maintenant, nous, on a rendu tamé toutes les fioles. Ah, allez. Ils ont tous fait ça. Mais vous imaginez un peu le degré du grec? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que tout simplement, ce qu'il comprend pas, ce qu'il voit, ce qu'il comprend pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc nous maintenant, on a un lien qui s'appelle la Gdusha de la maison, la Gdusha du couple, l'homme et la femme, ils ont une relation très spéciale dans la Torah. Qu'est-ce qu'il vient? Il dit non, ça n'existe pas ça. Le truc, Nida, machin, non, la pureté familiale et que la femme, elle est liée à son mari, non, ça n'existe pas. Elle viendra chez moi avant. C'est comme ça il pensait le grec. Pourquoi? Parce que c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez que maintenant, ne serait-ce que là, il y a quelques jours, 3-4 jours, j'apprends, quelqu'un qui me voit, qui m'appelle, me dit voilà, je suis très embêté parce que voilà, je me suis rendu compte que mon mari, il m'a trompé. Alors je lui dis alors quoi et c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment vous avez su? Bon, alors elle me raconte l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, machin, c'est à Paris. Bah. Alors, qu'est-ce qui... Oui. Alors, elle dit, voilà. Et maintenant, voilà, ça fait déjà 1 mois quand je me suis rendu compte. Et là, maintenant, bon, alors il a pleuré, machin, il s'est excusé, machin, et truc. Maintenant, je peux vous envoyer une photo, il est devant la télé avec sa bière. Il me dit, ça va, combien de fois je m'excusais? Ça va, ça arrive de se tromper. Bon, voilà, je me suis excusé, je vais pas faire Yom Kippour tous les jours, hein. Désolé. Et donc là, il est devant là, je peux vous le dire, là, il est devant sa télé, avec sa bière, tout va bien, quoi, on passe à autre chose. Imaginez, c'est un bon grec le mec. C'est-à-dire que lui, il voit pas le problème. C'est-à-dire que voilà, c'est bon, ça arrive, on peut trébucher, j'ai fait une erreur. Le mec, il a bousillé sa maison. Il a bousillé sa fille, sa femme, il a bousillé ses enfants, il a tout détruit, sa réputation, il a tout esquinté. Mais le mec, il se sent bien. Mais pourquoi? Pourquoi se casser la tête? Ça va, ça arrive, je suis tombé. Et sa femme lui dit, mais tu t'as pas honte de ce que t'as fait? Tu veux pas regarder, elle peut même pas te blairer. Le mec il répond, si, on avait une vraie relation. Imaginez un peu le taux de rochère dans lequel les gens y vivent. Le taux d'obscurité dans lequel les gens y vivent. Mais comment ils arrivent à ça, les gens? Comment ils arrivent à ça? Et les gens, ils croient qu'ils vivent la vraie vie. Ils sont persuadés que, voilà, les religieux, oh là, ils regardent pas la femme de l'autre. Oh là, ça va, décoince-toi un peu, ça va, arrête de faire ton fromeur, là, arrête de faire ton... Ça va, détends-toi. Mais parce que tout simplement, c'est le danger. La Torah, elle t'annonce, elle te donne c'est quoi les valeurs, elle sait c'est quoi le danger. Maintenant, comment toi, ça peut rien te faire. Et tu crois que maintenant, voilà, alors tu vas dire à ta femme, oh bah, et je suis désolé.
Ah, ça y est, tout effacé, et on passe à autre chose. Mais c'est pas comme ça la vie. Tu vas pas à Ikea, tu n'as pas acheté un lit, maintenant le lit est cassé, ben on va changer le lit. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça. Ça, c'est les Yevanim. Ça, c'est les Yevanim, c'est le rocher, c'est l'obscurité d'Yavan, ça. Il n'y a pas, ça y est, ça va, on passe à autre chose. C'est pas de. Attends, mais t'as même pas idée ce que t'as fait. Au moment où maintenant on est sous la choupa, qu'est-ce qu'on dit? Yotzer à Adam. Yotzer Adam, ça veut dire que le mec, avant d'arriver sous la choupa, ou cette fille là, avant d'arriver sous la choupa, elle est encore, c'est une continuité du ventre de sa mère. Tant que t'es pas arrivé sous la choupa, t'es pas Yotzer Adam, t'es pas devenu un homme. T'es pas devenu un homme bichlal. Au moment où tu passes sous la choupa, tu deviens avec ta femme, tu deviens un être, tu deviens une personne. Tu commences maintenant à vivre. Kol Adam chez Shaoui, chez le Belo Isha, tout homme sans femme, Shaoui Belo Torah, Belo Simcha, Belo Bracha, sans rien. Parce que tout simplement, c'est cette union-là qui va te ramener tout. Maintenant, toi, comment tu dis, oh, ça va, bon, là, j'ai vu l'autre, ça va quoi, c'est pas la fin du monde. Les Yevanim, ils discutaient là-dessus. Ils savaient c'était quoi le danger. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Yevanim? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enlever ce qu'on ne voit pas. C'est quoi? La Neshama de la Torah. Ils vont enlever la Neshama de la Torah. Comment? Vous savez qu'au moment où le Talmaï, qui est un roi grec, il a voulu faire traduire la Torah. Vous savez qu'il a voulu faire traduire la Torah en grec. C'est marqué dans le Midrash que pendant 3 jours dans le monde, il y a eu un rocher. Il y a eu une obscurité pendant 3 jours dans le monde. Nous dit le Midrash que c'était le pire que le jour du veau d'or. Pire, le jour où la Torah a été traduite en grec, c'était pire que le jour du veau d'or. Alors, il y a un grand problème, il y a une grande question. Alors, Moshe Rabbeinu, il va demander à Yoshua, au moment où tu vas rentrer en Israël, tu sais ce que tu vas dire, Ba'er Etev, tu vas écrire la Torah clairement. C'est quoi Ba'er Etev, nous dit Rashi dernière paracha, Vizot Abracha de la Torah. Il s'est marqué là-bas que Yoshua, il va traduire la Torah en 70 langues. Il n'a pas traduit Yoshua en Yévani. Il n'a pas traduit en grec, il a traduit en français, en anglais, en shintok, en truc. En tout, 70 langues, il va traduire la Torah. Alors quoi, qu'est-ce que tu commences à me dire? Ah, tu sais, le jour où les Grecs, ils ont traduit la Torah, eh ben, c'était l'obscurité dans le monde. Mais j'ai pas compris, c'est quoi ton problème? Yoshua, il a traduit en 70 langues. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Tu sais, c'est quoi la différence? C'est que les Yevanim, au moment où maintenant ils vont traduire la Torah, tu sais pourquoi ils veulent traduire la Torah? Pour la rendre humaine. Ouais, il y a la Torah, ça va, c'est une chorma, ça va, c'est intéressant, nous pouvons discuter. Il y a des gens qui viennent au shiur, vous savez, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Les gens, ils sortent du shiur. Oui, c'est une idée très intéressante que vous avez développée. Nous pouvons en discuter, c'est vrai, je pense aussi. Moi, j'avais mon petit avis sur la question, effectivement. Le mec, il a 40 ans de films dans ma tête. 40 ans de films, de jeux vidéo, de trucs, je sais pas ce qu'il a déjà dans la tête. Ouais. Après, il arrive sur une idée de la Torah, de la paracha, il te dit oui, c'est très intéressant, nous pouvons en discuter, c'est vrai. Cette Torah, elle ramène du rocher. C'est l'obscurité. Pourquoi? Parce que tu crois que toi tu peux dire oui, c'est intéressant ce que la Torah peut dire, mais j'ai pas compris. La Torah, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a regardé la Torah pour créer le monde. C'est l'existence du monde, c'est la neshama du monde, la Torah. Les Grecs, ils ont voulu faire quoi? Non, tu sais quoi? On va enlever cette neshama là, on va la rendre humaine, la Torah. C'est une chorma. Il y a la chorma des Grecs, il y a la chorma des Juifs, il y a la chorma des Japonais. Voilà, il y a le yin-yang, il y a la Torah. Chacun son truc, hein. Vraiment. Ça s'appelle avoir enlevé la neshama du Ham Israël. Enlever la neshama de la Torah. Je vais arriver là-bas, dans cette huile-là qui est pure. Je vais la rendre tamée. Je vais enlever la neshama qu'il y a dans la cadénérote de la menorah. Je vais arriver là-bas dans le Limoud à Torah, je vais t'interdire d'étudier, parce que tout simplement, je sais que quand je t'interdis d'étudier la Torah, tu n'as plus de Neshama, tu deviens un bon goy comme tout le monde. Et le grec, il a un problème. Comment c'est possible que ce juif-là, il traverse des générations en génération? Quoi, c'est parce qu'on parle de Jin Diesel? Je vous pose la question, pourquoi on traverse des générations en génération? Ça fait plus de 5000 ans, tous les peuples, ils meurent les uns après les autres. Les Romains, les Grecs, les machins, trucs. Tous, ils meurent les uns après les autres. Et nous, on traverse. C'est quoi, c'est avec les Jin Diesel, vous croyez? C'est avec les boulettes de Tata Mimi? Qu'est-ce qui a fait que l'homme israélien est éternel? Les Yevanim, ils avaient compris. Tu sais, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont une neshama dans ce qu'ils font. Il y a un truc qu'on voit pas, mais c'est une neshama. Ça, on veut l'enlever. Ça, on veut le décrocher. Donc, je vais aller le chercher là-bas. Je vais aller chercher au fin fond de la grotte. Au fin fond de la grotte là-bas, je vais aller chercher parce que je sais que tant qu'il est accroché à ce livre-là, tant qu'il est accroché à ça, il est accroché à la vie. Et moi, je veux le tuer. Ça, c'était les Yevanim. Donc ils avaient très bien compris. Ils avaient dit, attends, nous, programme numéro 1, enlever la neshama du Ham Israël. C'est pour ça que Hashemen, le mot Hashemen, l'huile, c'est les mêmes lettres que neshama.
Au moment où maintenant on nous demande, allume les bougies à Hanouka, allume les bougies à Hanouka, montre qu'il y a une neshama en toi, il y a une neshama en toi. T'es pas un bon goy, t'as une neshama en toi. Au moment où Yosef il est arrivé devant la femme de Potiphar qui voulait la faire fauter, qu'est-ce qui l'a empêché de faire fauter? Qu'est-ce qui l'a empêché de faire fauter? C'est quoi? Il a vu le visage de son père, Yaakov. Vous savez où est-ce qu'il est le visage de Yaakov? Vous savez où est-ce qu'il est le visage de Yaakov? Sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué qu'au moment où Yaakov il est parti s'endormir là-bas, au Har Moria, c'est marqué Malachim Olim Veyor Dimbo. Ils comprennent rien les Malachim. Ils montent là-haut, ils voient Yaakov sur le trône d'Hachem, ils descendent, ils disent ah il pionce ça. Il monte, il dit ah il est là, et il monte, il est là. Mais il est où? Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Yosef il savait que le visage de son père il est rakouk, il est gravé sur le Kisei Kavod, sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Moi je parle avec une Goya. Mais quel rapport moyen maintenant? Quel rapport moyen? Mon père, son visage, il est gravé sur le Kisei Kavod. Moi j'ai un rapport avec la Goya là maintenant. Quel rapport elle et moi? Quel rapport? Ça c'est la grandeur du juif, ça c'est la grandeur du Yehudi. Le Yehudi il a compris que le Ikar c'est la Neshama. Je suis pas là pour manger des hamburgers. Qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant? Je suis pas là maintenant. Je suis là pour maintenant m'élever. Alors maintenant Kadosh Baruch Hu, il m'a donné une femme, il m'a donné un mari, maintenant il m'a donné des enfants. Tout ça c'est pas un but. Les gens ils se marient du oui, voilà, moi je me suis marié parce que je voulais avoir des enfants. Bah, très bien, alors t'as des enfants maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es planté maintenant, parce que maintenant t'as plus de... Oui, moi, vous savez, moi, toute ma vie, ça a toujours été ma famille, mes frères et sœurs, mes trucs, vraiment. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Voilà, tes frères et sœurs, ils sont tous en train de se déchirer les uns les autres. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ben, voilà, je suis pas bien grave, je suis en dépression, je sais pas quoi faire. Parce que tes buts, c'est du shaker. Tes buts, ils sont mensonges. T'as un but dans ce monde, c'est quoi? C'est de traverser la vie avec toutes les épreuves que tu as pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. Voilà, ça c'est le tachlit de ta vie. Maintenant, à travers ça, t'as des épreuves, la famille, la femme, les enfants, les trucs. T'as des épreuves. Mais maintenant, ça c'est quoi? C'est des moyens de pouvoir t'élever. C'est pas des buts en soi. C'est pas des buts en soi. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Écoutez bien. Comment il s'appelait les Grecs? Ils avaient un dieu que vous savez, vous connaissez l'histoire avec lui, il s'aimait. Il s'était vu une fois dans l'eau. Narcisse, voilà exactement. Narcisse, le mec il s'aime. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé au bord de l'eau. Oh, qu'est-ce que je suis beau, je m'aime. Mais le problème c'est qu'il pouvait se marier avec personne parce qu'en fait c'est de la mythologie, ça, c'est du mytho. Ouais. C'est-à-dire que le mec il se regarde dans l'eau, il se regarde, il dit ah je m'aime, ah oui je suis beau, ah ouais qu'est-ce que je suis beau. Vous savez que les Grecs quand même faut être profondément fatigués. C'est-à-dire que les mecs ils avaient des statues d'eux-mêmes dans leur salon. Vous imaginez un peu pendant 3 heures faire la pause comme ça, et le mec il est là. Et pendant 3 heures le mec il est comme ça. Comme ça. Il est ouf. Et le mec, il se ramène la statue dans son salon. Voilà, ça c'est moi. Ça c'est moi. À côté de ça, t'as le juif. Que lui, qu'est-ce qu'il fait? Le 8e jour de la Brit Mila, il fait le 8e jour de sa naissance, il fait la Brit Mila. Pourquoi on fait la Brit Mila? Pour te montrer, sache, t'es venu dans un monde. Tu n'es pas parfait. C'est que la Torah qui va te parfaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait les hommes déjà avec la Brit Mila? Pourquoi il fallait faire une action, faire la Brit Mila? Pourquoi? Parce que tout simplement, comprends qu'il n'y a qu'avec la Torah que tu pourras devenir parfait. Ça, c'est la Hashkafat à Torah. La Torah te dit, sache que tu es loin d'être parfait. T'as un animal sans la Torah. T'as un animal, Pachou, t'as un animal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Avec la Torah, tu vas devenir parfait. Le grec qui voit ça, il devient fou. Il dit, mais attends, mais moi, je suis parfait. Mais moi, je suis parfait. Je suis parfait. Je suis beau, je suis musclé, je suis truc, machin, je suis une bombe. Alors voilà, qu'est-ce que tu veux maintenant chez moi? Donc quand il voit un juif, comprenez, les mecs ils se faisaient des orgies toute la nuit. Toute la nuit, du vin et des femmes et des trucs, ils étaient défoncés le lendemain matin. Le lendemain matin, imaginez-vous le grec défoncé des orgies. Et il voit un juif qui passe devant lui avec un mouton. Mordechai, où tu vas? Alors Mordechai il dit, tout simplement, je vais au Beth Amikdash. Et pourquoi? Ah, il dit, je vais t'expliquer parce qu'en fait, ce Shabbat, j'ai pas fait exprès. Je suis sorti des toilettes, j'ai allumé sur l'interrupteur. Je suis sorti des toilettes et sans faire exprès, j'ai oublié que c'était Shabbat. Tac, une faute involontaire pendant Shabbat, Raya Fratat, je suis obligé de ramener un Khatat, je suis obligé de ramener un Korban. Imaginez-vous le grec qui voit le juif en train de faire ça. Le mec, il vient de se sortir d'une orgie où il est défoncé, il a vu 4 femmes, 5 hommes, truc, il a fini 5 tonneaux de vin, et il voit un juif, il sort du... Et quoi? Et j'ai allumé de manière involontaire sur l'interrupteur pendant Shabbat, et donc du coup, je dois ramener un Korban Khatat.
Vous imaginez un peu le... Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand il voit ça, le grec? Mais il pète un câble. Il dit, mais c'est quoi, c'est fou? C'est quoi, c'est fou? Et maintenant, nous, dans notre vie, chacun doit savoir où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que nous, maintenant, on comprend mieux le grec ou on comprend mieux le juif? On doit comprendre. Quand toi, maintenant, le rapport que tu as avec l'argent, c'est un rapport de but en soi. C'est que moi, j'ai réussi ma vie à partir du moment où j'ai 10 000 sur le compte. Ou non, moi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un moyen. Je n'ai rien à faire de l'argent. Moi, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me nourrir. Ça va. Ça va, baba. Qu'est-ce que je commence à dire? C'est que le roi Chaim Akadosh est un orfèvre de folie. Il faisait des bijoux. Incroyable ce qu'il faisait. Une fois, le roi du Maroc, il a convoqué, il a dit, voilà, tout simplement, je te demande à me faire une belle médaille, un beau truc, je sais pas, un beau bisou. Un beau bijou. Et le roi Chaim Akadosh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui répond? Le roi Chaim? Il dit, je suis désolé, moi, en fait, j'ai mon quota. C'est-à-dire que moi, si jamais je travaille au début du mois et que j'ai gagné de ma parnassa pour tout le mois, j'arrête de travailler, je ferme mon magasin, je vais étudier la Torah. J'ai plus de raison de travailler. J'ai du pain et de l'eau pour manger, ça me suffit. Ça y est, je vais pas commencer à faire des heures sup. J'ai ce qu'il faut, j'ai ma parnassa pour le mois, je vais étudier la Torah. C'est pour ça que je vis, c'est pas pour autre chose. Donc maintenant, étant donné que j'ai déjà mon quota pour le mois, je suis désolé, mon roi, je ne peux pas le faire. Vous vous doutez bien qu'une commande royale du roi du Maroc, c'est pas un truc à 1000 dirhams. Ouais, c'est-à-dire que là, il a gagné son année, peut-être le roi Chaim. Mais il s'en fout. Tu sais, j'ai rien, c'est. Maintenant, je dois l'étudier, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de moi? Le roi du Maroc, il le prend, il le jette dans la fosse aux lions. Il prend le roi Chaim, il le jette dans la fosse aux lions. Et les lions, ils kiffent à côté du roi Chaim Akadosh, ils sont là, ouais, tout sympa. Comme la même histoire que Daniel. Daniel a un fosse du lion, pareil, auto d'abord. Ils l'ont sorti, ils ont dit, ouais, Kodesh Kodashim, lui, il faut pas y toucher. Ouais, faut pas toucher à celui-là, au Chaim Akadosh. Ouais, il est Kadosh. Pourquoi? Parce que ça, c'est la maladie du juif. Un goy, il peut comprendre un truc pareil. Ça y est, maintenant, j'ai fini. Maintenant, c'est tout. Je dois aller retourner à mon étude. Mais Benoît, il va te regarder, il va te dire, mais t'es fou. Tu vas retourner à quoi? À ça? Oui, exactement, Midrash Rabbah, voilà. Je suis intéressé parce qu'en fait, Yosef, au moment où il a discuté avec ses frères, imaginez-vous, il dit, mais tu vas bien, je suis en train de te donner du 10 000 euros, là, du 20 000 euros, tu es en train de me dire que tu es intéressé par une histoire d'il y a 2000 ans. Tu vas bien? Là-dessus, elle est notre épreuve. Là-dessus, elle est notre épreuve à Hanouka. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Est-ce que maintenant, toi, tu tends vers le Yévani ou tu tends vers le Yéhoudi? Où tu tends? Vous savez quelqu'un qui est dans le noir, normalement constitué, il sait que toi, tu es à côté de l'interrupteur. Il dit, s'il te plaît, tu peux allumer l'interrupteur parce que j'ai un problème, là, je suis dans le noir, je vois rien. Ouais, ça, c'est quelqu'un de normal. Imaginez-vous, quelqu'un, on a besoin de lui dire, allume, parce que là, tu es dans le noir. Vous voyez qu'il est bien, ce mec-là? Il se rend même pas compte qu'il est dans le noir. Il se rend même pas compte. C'est-à-dire que lui qui vit dans le noir, il dit, mais tu sais que tu peux allumer? Non, mais allume, regarde, t'as un interrupteur là, tu peux... Non, ça va. Je suis très bien, non, ça va. Non, mais tu peux allumer, c'est-à-dire que si tu allumes, tu verras tout. Non, ça va. Akadosh Baruch Hu, il te dit, à Hanouka, allume! Si vous imaginez un peu le niveau d'obscurité dans lequel on est, pour que Hachem, il a besoin de nous dire, allume, t'es dans le noir, baba, allume dans ta vie, allume! Tu comprends rien, t'as la tête à l'envers. Comprends ça. T'es dans Rocher, t'as besoin de lumière. Hachem, il te dit, t'es de une mitzvah tous les ans, allume chaque jour la Hanouka. Et toi, t'es là, oui. Attends, dis-moi, baba, et t'as compris, t'as sorti quelque chose de cette mitzvah? Oui, c'était super sympa. On a mangé les beignets chez Tata Mimi. C'était un gros kiff. Et voilà. Mais t'es sorti de quelque chose. Est-ce que t'es toujours dans le noir? Ou est-ce que t'as la lumière dans ta vie? Où tu en es? Et c'est ça notre devoir. Notre devoir, c'est devoir réfléchir où est-ce qu'on en est, combien maintenant on est dans le recherche, combien dans l'obscurité, combien on donne de la valeur à des choses qui sont débiles, T'entends des problèmes de Shalom Bayit, mais t'hallucines, tu te dis c'est pas possible, c'est une blague. Oui, alors Rav, je vous appelle parce que voilà, mon mari, j'ai fait un plat et il m'a pas dit que c'était bon. J'ai compris, d'accord, il avait dit que c'était bon, d'accord, alors j'ai discuté avec lui. Alors, je viens de discuter avec le mari. Alors, oui, bonjour. Alors, okay. Bon, alors j'ai discuté. Comment ça va, le Shalom Bayit, etc. Oui, alors, ma femme, franchement, il y en a marre. Hein.
Jamais, jamais. Ça fait deuxième fois déjà qu'elle me fait le coup. Le matin, je me lève et j'ai pas de chemise. Le matin, je me lève et j'ai pas de chemise. Alors comment je vais faire? Comment je vais faire? Je dis, j'ai pas compris. Vous êtes marié avec un pressing ou vous êtes marié avec une femme? Il dit non, mais bon, c'est comme ça. Moi, je travaille, je truc, je peux pas tout faire. Non, mais encore une fois, vous êtes marié avec un pressing ou vous êtes marié avec une femme? C'est marqué dans le contrat. On a lu dans la Ketouva que il faut que le chemise soit repassé, soit dans le. Je sais pas. Moi, peut-être qu'on n'a pas la même Ketouva. Peut-être qu'on lit la Ketouva ensemble. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un problème. Mais c'est combien les gens ils peuvent être dans leurs problèmes. Mais papa, t'as pas de chemise ce matin. Dis Baruch Hashem, t'as une femme en bonne santé. Tu veux que je t'emmène moi au service des urgences là-bas? Tu veux regarder ceux qui respirent par la gorge pour comprendre la chance que t'as? Et le mec, non, oui, j'ai pas de chemise. Oh, j'ai pas de chemise. Encore une fois, ce matin, j'ai pas de chemise. Et puis c'est quoi là? Y a pas de lait. Oh, y a pas de lait. Ah, t'as pas fait les courses. Mais dis-moi. Ah, ça y est, passe à autre chose. Pour un sac de lait, t'es en train de retourner ta maison. Mais dis-moi, ça va dans ta tête? Ça va dans ta tête? Tu te sens bien? Où tu en es? Mais c'est quoi tes valeurs? Sur quoi tu mets la nikuda? Sur quoi tu mets le point? Comprenez. Rabota, il y avait une femme qui s'appelait Chana. Chana, à l'époque des Yevanim. Chana et ses 7 enfants. Chana, elle avait 7 fils. Les 7 fils, ils ont tous été emmenés avec leur mère devant Tchurchou, ils marchent mauvais zéro. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Donc chacun devait se prosterner à la statue, son délire là, son trip. Bon. Alors on commence par le premier, il lui dit, regarde, écoute-moi bien, si jamais tu te prosternes pas, il va t'arriver des bricoles. Ouais. C'est-à-dire que tout simplement, tu vas être écartelé avec 4 chevaux, machin, truc. Ouais. Ça fait mal. Donc je te conseille, prosterne-toi. Le fils lui dit, mais dis-moi, t'as pas honte toi, 70 piges? Vous savez, il parle en turcous, il dit le midrash. Dis-moi, baba, t'as pas honte à 70 piges de tenir un discours comme ça? Vas-y, prosterne-toi à ma statue, parce que sinon, maintenant, je vais t'écarteler. Tu te sens pas un peu fatigué dans ta tête? Laisse-moi tranquille, qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Ah, alors, il y a un turcou, il devient ouf quand il entend ça. Le petit gosse, il lui donne une leçon de morale. Alors, il est écartelé, machin, hop, le premier, il meurt. Le deuxième, il arrive, alors c'est bon, tu as vu ce qui est arrivé à ton petit frère? À ton grand frère? Tu veux qu'il t'arrive la même chose? Alors, regarde, prosterne-toi, sois gentil. Et il dit, regarde, écoute-moi bien. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études de la Torah, beaucoup de mon frère. Ouais. Mais il a raison. C'est-à-dire que la réalité, tu fais un peu de la peine, quoi. Vous savez, ils parlent en turcous les uns après les autres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les uns après les autres, ils se font descendre. Les uns après les autres. Jusqu'au dernier, il a 7 ans. Le dernier fils de Hana, il a 7 ans. 7 ans. En turcous, il arrive, il lui parle. Il va voir sa mère, il lui dit, regarde. Je sais que t'as de la peine, franchement. Regarde, 6 fils écartelés, 6 fils qui sont en morceaux, là, devant toi. Ça fait de la peine. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu parles au dernier, peut-être si tu as envie de le sauver. Elle dit, oui, j'aimerais vraiment le parler. J'aimerais vraiment que... Voilà. Elle le prend dans un coin. Elle lui dit, écoute-moi bien, c'est un malade lui, c'est un fou. Laisse tomber, oublie, c'est un grand malade. Toi, tu vas arriver dans un endroit, les Netzar Netzachim, dans l'endroit, dans le Gan Eden, le plus haut de mort, Bekidouch Hashem. Et mon fils, là-bas, je te demande une chose. Non, et son fils, il dit, papa, maman, ça y est, arrête de parler, ça y est, j'ai compris, de toute façon, t'inquiète pas, j'ai pas besoin que tu me dises. À 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il dit sa mère, elle lui dit, regarde, quand tu vas monter là-haut, tu vas me faire une tova. Tu vas aller voir Avram Avinu. Et tu vas lui dire que lui, il en a tué un. Lui, il a sacrifié un enfant. Moi, j'en ai sacrifié 7. D'accord, mon fils? Tu vas aller lui dire. Il dit oui, maman. Il arrive devant le turcous. Il balance la bague par terre. Il dit regarde. Hop, je balance la bague par terre. Regarde, juste ramasse-la. Ça fait kilou, tu t'es prosterné. Comme ça, on est tranquille. À ce moment-là, le petit, il n'avait pas fait du foot, ouais. Mais je pense qu'à l'époque, il a dû mettre un penalty, il a dû prendre la bague, il a fait genre, PAM! Ouais, je sais pas, en pleine tronche dans le Turcous. Maintenant, le Turcous, très énervé, il explose le dernier, il tue le dernier. Et à ce moment-là, Rana, elle vient sur tous ses enfants qui sont en morceaux pachout. Elle tombe sur eux, elle se met à pleurer, elle dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi un chélek, donne-moi une part dans le Gan Eden de mes enfants. À ce moment-là, sa neshama, elle part, le Gan Eden. Ça, c'était le niveau des Juifs à l'époque des Yevanim, des Tzadikim. Et Mefarshim me pose la question, j'ai pas compris, c'est quoi son truc à Hana? Hana, elle arrive et dit à son fils, tu sais quoi, tu vas voir Avram Avinu et tu lui dis que lui, il en a sacrifié un, moi j'en ai sacrifié 7. Et alors, on commence à faire les calculs maintenant. Moi j'ai 1, toi t'as 1, et moi j'ai 7. Ben, tu vois, je t'ai gagné.
Je n'ai pas compris, c'est quoi son discours à Hana? Quel intérêt d'aller dire ça? Il n'y a rien d'autre à dire. Elle va lui dire que moi j'ai fait les mitzvot, et va lui dire, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien ce chidouche extraordinaire. Hana, elle dit à son fils, béni, béni, mon fils, va dire à Avraham Avinu, que par le srout qu'Avraham Avinu, il a été prêt à sacrifier son fils qu'il aimait le plus. J'ai trouvé la force de vous sacrifier, vous sept. C'était ça le message de Hana. Elle dit par le mérite que lui, il a su faire ça. Alors nous, moi aussi, j'ai trouvé la force que vous mes 7 enfants, vous avez été capables de vous sacrifier pour Hachem. Rabotai, se sacrifier pour Akadosh Borou, c'est pas seulement à l'époque des Yevanim, c'est dans notre génération à nous. Dans notre génération à nous. Quand tout le monde entier tient un monde de sheker, un discours ridicule, un discours avec des valeurs tordues, un discours, mais Birklad, il n'y a même pas de valeur. Avant, les gens ils discutaient sur des valeurs, mais maintenant il n'y a même pas de valeur, il n'y a même plus de valeur. Alors savoir où est-ce qu'on en est, savoir être clair. Est-ce que moi je peux dire, voilà, Kadosh Borou, moi je suis le fils d'Abraham Yitzhak Yaakov? Est-ce que moi je me comporte comme Abraham Yitzhak Yaakov? Est-ce que moi je suis droit? Comment on peut avoir la chutzpah de faire des équipes de foot, mamash, toute la culture de Yavan, toute la culture des Grecs, ici en Eretz HaKodesh. Et comment tu vas appeler les équipes de foot? Comment tu vas les appeler? Les Maccabim. Maccabim. Ce que les Hashmonaïm, ils ont appelé Maccabi, qui est la contraction de Micha Mocha Ba'ilim Hashem. Ce qui marquait sur leur bouclier au moment où ils allaient mourir, Bekidush Hashem, pour aller tuer les Yevanim. Toi, tu vas faire un sport de Yevanim, tu vas faire des équipes de foot qui vont jouer, qui vont être Mechalel Shabbat, des matchs pendant Shabbat. Et comment tu vas les appeler? Maccabim. Dis-moi, tu es pas un tralouette dans ta tête, toi? Il y a une chose sur laquelle on doit être clair. La lumière, c'est là pour nous éclairer. On doit être clair dans notre vie. On doit être clair sur ce qu'on est. On doit être clair sur ce qu'on est. Vous savez, il y a une histoire que Rapé Sarkron, il raconte. Il dit une fois, il y a un Chiloni, il était serveur dans un restaurant. Et c'est un restaurant pas caché. Et il voit des juifs qui s'assoient, et ils commencent à faire la bracha. Et lui, il dit, mais attends, mais pourquoi vous faites la bracha? Pourquoi vous faites la bracha? C'est pas caché. Lui, le serveur, le jeune, le Chiloni, il dit, mais pourquoi vous faites la bracha? C'est pas caché. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, non, mais nous, vous savez, nous sommes courant libéral, donc nous... faisons la bracha sur tous les bienfaits qu'Hachem nous ramène sur terre. Vous savez ce qu'il leur dit? Écoutez bien la force de cet enfant-là. Il dit, moi je suis Chiloni. Je suis Chiloni. Mais je sais que je suis dans le mensonge. Je sais que je me trompe. Je sais. Mais vous savez même pas que vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans l'obscurité, vous vous rendez même pas compte. Et vous, au contraire, vous entretenez cette obscurité. Nous, quand on arrive à Hanouka, on doit regarder le matzav dans lequel on est. Regarde la situation dans laquelle tu es. Alors ça, c'est un truc que je répète à chaque fois. Il dit Rav Israël Salanter, c'est très important. C'est extrêmement important de savoir ses défauts. Connaître ses défauts, c'est la base. Parce que sinon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas sur quoi travailler. Mais il dit le Rav Israël Salanter, la plus grande mala, le travail le plus important, c'est de savoir ses bons côtés. Un homme qui ne connaît pas ses bons côtés, c'est un homme mort. C'est un homme mort, il dit Rav Israël Salanter. Parce que tout simplement, quelqu'un qui ne connaît pas ses ennemis, qui ne connaît pas ses défauts, bon, bah, c'est comme un soldat, il part et maintenant il ne connaît pas ses ennemis. Bon, il a des chances de gagner, il a des chances de pas gagner. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ses bons côtés, ses avantages, ce qu'il est vraiment lui au moins, ce qu'il a de bon, c'est un soldat qui part et qui ne sait même pas se servir de son arme. C'est encore pire. On arrive à Hanouka, on doit faire Cheshbon HaNefesh, on doit regarder clairement où sont mes bons côtés. Voilà, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de gentil, j'ai des bonnes midotes, ça je suis bien, ça je suis sérieux, ça je suis bien. Travaillez là-dessus, Là-dessus, je me trompe, maintenant là-dessus, franchement, je suis hypocrite, là-dessus, je suis pas vrai, là-dessus, machin truc. Alors je travaille là-dessus. Ça c'est Hanouka, t'éclaircis l'obscurité. Les Yevanim, ils sont en train de te dire, mais ce que tu fais là, tu vois ta Avera, mais c'est une mitzvah. Allez, kiffe ta tête. Allez, détends-toi. Allez, pourquoi tu te casses ta tête là avec des remords, des trucs et machin. Ça, c'est Yavan. Ça, c'est Yavan. Ils t'ont ramené le rocher, toute la mentalité pourrie, tous les trucs. Ils gagnent de l'argent, ils gagnent du fric, et t'as embrouillé, c'est pas grave, allez, on va cacher, on va trouver, machin. Ça, c'est Yavan. Toi, tu dois éclaircir ta vie, tu dois allumer les bougies. Ça doit être clair, ça doit être limpide à tes yeux. Qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu fais de mal? Et là-dessus, tu travailles, là-dessus, tu deviens un vrai Yehudi. Parce que ta Neshama, elle est claire en toi, elle est claire.
Mais ça dépend combien tu mets d'huile dedans. Combien tu mets d'huile dedans. Est-ce que maintenant l'huile, elle est pure? Elle est pure l'huile que tu mets ou non? Tu mets de l'essence. Qu'est-ce que tu mets maintenant pour éclairer? Toi maintenant, toi t'es une bougie en toi, t'es une neshama, t'as une flamme en toi, mais qu'est-ce que tu représentes? Est-ce que t'es une flamme qui éclaire? Ou au contraire, ta flamme est toute petite, tu n'as même pas la force d'éclairer, tu vois, c'est le rocher autour de toi, c'est rien dans ta vie éclaire, tu sais pas, tu fais ça, tu regrettes, après tu fais ça, un autre truc, tu regrettes, et tu fais que des trucs que tu regrettes. Vous imaginez l'angoisse, l'angoisse. Comment tu regardes ta vie? Est-ce que ta vie, tu peux dire, voilà, allez, c'est clair, voilà, moi je suis honnête, je suis barour, c'est clair, j'aime les choses propres, j'aime les choses qui sont bien, j'aime les trucs, voilà, moi c'est ma vie, ça c'est comme ça. Ou non, on a besoin de te dire allume, baba, allume, parce que là, t'es en train de te prendre un mur. Réveille-toi. Et après, les gens, ils se prennent un mur. Bam! Et après, tu vas voir le rabbin, tu fais monsieur le rabbin! Ah, il était dur, celui-là! Il dit, mais attends, mais papa, t'es débile, t'avais l'interrupteur, là? Pourquoi t'as pas... Mais il suffisait d'allumer. Pourquoi t'as pas allumé? Mais malheureusement, c'est souvent trop tard. C'est souvent trop tard. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré qu'à travers cette mitzvah de Hanouka, que ça puisse nous éclairer et que ça puisse éclairer Bezrat Hashem tout le monde entier, et particulièrement dans nos familles, que Bezrat Hashem on puisse avoir le Beth Amikdash Bekarov et qu'on puisse allumer la menorah Bezrat Hashem au Beth Amikdash. Il y aura cours Bezrat Hashem la semaine prochaine.